Bonjour, bonsoir, chers internautes. C'est un plaisir de vous savoir encore parmi nous. Comme d'habitude, le nouveau mouvement populaire, dans sa plateforme numérique, notamment sa chaîne YouTube et Facebook, nous avons l'habitude déjà depuis quelques mois de programmer les interviews avec les thématiques de sensibilisation, d'éducation et parfois des thématiques qui fâchent. Et principalement, nous sommes toujours, comme vous le savez, vous l'avez constaté, que c'est le président national, le président Banakani. Il est souvent présenté comme un pasteur, il est souvent présenté comme un panafricaniste de haut échelon, mais certains le connaissent comme un analyste politique. Et au sein du parti, c'est le président national. Monsieur le président Banakani, bonjour. Bonjour, mon cher Eugène. Bonjour. Votre présentation est audacieuse. Vous m'appelez pasteur. Ce sont les internautes et parfois dans certains médias, vous êtes présenté comme un pasteur, comme un prophète. Et on a en mémoire et en souvenance que plusieurs de vos prophéties dans les plateaux ont été accomplies. Bon, laissez-les m'appeler prophète. Ne le prenez pas ça à votre compte. En tout cas, moi, je ne me vendis pas de tel titre. Vous êtes notre président, président Banakani. Je vous en prie. Pour cette journée d'aujourd'hui, donc, je ne serai pas seul. C'est une co-modération avec celui que vous connaissez, l'habitué du plateau, M. Bouyamous Jules Constant. Bonjour. Bonjour Monsieur Djengele, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accordé du temps pour cette interview. Tout à fait. Merci de m'honorer de votre présence dans le cadre de notre interactivité à laquelle je tiens beaucoup. Je tiens beaucoup énormément. Parce que ça commence comme ça, mais il y a de très grands enjeux qui sont au cœur de cette interactivité. Nous avons commencé comme ça quand nous relancions le combat panafricaniste, avant que nous nous franchissions les étapes qui nous ont conduits au niveau actuel. Mais là, on en a une autre phase, et ce sont les petits commencements de l'interactivité numérique qui vivra, verra. Monsieur le Président, vous avez pour habitude de nous présenter l'actualité ou un sujet d'accueil de votre choix, à votre convenance, Monsieur le Président. Il y a une pilule d'actualité et pour nos chers internautes, qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui? Oh non, moi j'ai une pensée, ça va vous surprendre. Je sais vers quoi vous voulez m'orienter. Je sais. Mais j'ai plutôt une pensée pour... au Cameroun, là, il y a eu un accident extrêmement grave dans la région du sud, là, où pratiquement un cas IAS a fait accident et a pratiquement perdu tous les usagers qui étaient à l'intérieur. C'est un drame extrêmement grave qui me touche beaucoup. On perd des vies comme ça vers la fin de l'année, c'est très touchant. Très touchant. Les autorités du Cameroun et le ministre en charge des Transports doivent dynamiser davantage les mesures et les stratégies qui sont mises en place pour préserver des vies en limitant au maximum les accidents de route. Il faut renforcer les mesures qui sont prises. Il faut les renforcer sérieusement pour qu'on évite les accidents. Vous savez, les accidents peuvent amener un pays à perdre des génies, hein, ou avoir des génies dans un cas de transport et vous aurez perdu comme ça. Il faut redynamiser en articulant la prévention à la répression. Il faut réfléchir, dynamiser davantage les mesures qui sont prises. Que nous n'aurons plus de tels spectacles sur nos routes. Vous voyez, il y a un chanteur camerounais qui a dit une chose. La route ne tue pas. Ce sont les hommes qui tuent. Donc si les hommes, ça concerne quand on évoque ça dans le cadre de ce que nous sommes en train de traiter là, les hommes, ça renvoie au ministère des Transports, ça renvoie aux autorités en charge de la route, ça renvoie aux chauffeurs, aux agences de voyage. Cette communauté routière doit être réorganisée profondément de manière à ce que nous évitions ce type d'accident. On peut se permettre de perdre des dizaines de personnes comme ça sur la base à partir d'une négligence. Apparemment, c'est pas sûr, apparemment, les premières enquêtes
nous disent qu'apparemment le chauffeur on dit ça, c'est endormi. Bon, un chauffeur qui s'endort, ça veut dire qu'il n'était pas en état de conduire. Alors, est-ce que, si c'est ça, il faut préciser, hein, les enquêtes sont en cours, si c'est le cas, mais qu'est-ce qu'il faisait sur la route? D'habitude, on a les chauffeurs qui dorment. Hein. Les accidents dorment, les excès de vitesse, les gens qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui ne savent pas conduire, parce que les gens confondent conduire une voiture et savoir conduire, c'est pas la même chose. Hein. Conduire une voiture ne veut pas dire qu'on sait conduire, parce que conduire, c'est d'abord préserver des vies. Et pour préserver des vies, il faut connaître très bien le code de la route, maîtriser les codes de la prudence quand on est sur la route. Donc vous savez, beaucoup de Camerounais prennent le volant aujourd'hui et ils prétendent qu'ils savent conduire. Et tout ça, parce que, je le dis, une fois je le répète, malgré les mesures qui sont prises par nos autorités, il faut réfléchir davantage. En réorganisant la communauté constituée par les agences de voyage, les chauffeurs, le ministère, dans le sens de mettre tout le monde devant sa responsabilité, devant qu'on évite ce genre de situation. Bon, je sais que vous voulez que je parle des rumeurs qui concernent le chef de l'État. Le NMP ne peut pas être un propagateur de rumeurs. Le NMP ne peut pas s'abreuver aux rumeurs, à des rumeurs qui sont sans fondement. Donc nous avons nos sources d'information, nous avons nos balises pour aborder des sujets de cette nature. Donc nos sources d'information et nos balises ne nous permettent pas d'entrer dans la fièvre des rumeurs. Donc, y compris des communiqués gouvernementaux. Hein, aussi. Nous n'avons jamais été inquiets quant à la situation du chef de l'État. Donc, ne m'attendez pas sur ce terrain-là. Merci, Monsieur le Président. Vous savez que vous êtes une personnalité politique qui pèse dans l'opinion publique et surtout une voix qui est très écoutée. Vivement que les conseils que vous avez apportés à l'endroit des usagers et même à l'endroit du ministère des Transports, Monsieur le Président, nous pensons que ça sera pris en compte comme d'habitude. Mais nous le souhaitons. En tout cas, si le NMP est aux affaires, nous savons ce qu'il faudra faire. Voilà. Mesdames, Messieurs, juste pour vous rappeler encore, chers internautes, que vous êtes bien et belles à la chaîne YouTube du Nouveau Mouvement Populaire. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est bien et bien la thématique qui meuble l'Afrique. C'est la conférence de l'Alliance des États du Sahel, des prémices d'un nouveau monde. Monsieur le Président Banakani, nous entrons au vif du sujet. L'Afrique de l'Ouest, surtout la zone du Sahel, c'est une zone très historique et nous avons connu des grands empires, à l'instar de l'empire du Ghana et même l'empire du Mali. Nous avons appris partout de par des grands ouvrages du grand empereur Kanka Moussa, de Soundiata Keïta. Donc c'est une zone riche en histoire. Et l'histoire contemporaine nous apprend que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu les alliances au niveau de la zone du Sahel. Il y a eu plusieurs alliances, notamment l'alliance Ghana-Guinée, Mali, en novembre 1958. Nous avons aussi connu l'union entre le Sénégal et le Soudan français, qui a conduit à la République du Mali en 1959. Monsieur le Président, mais pour rester sur l'AES, le 6 juin 2024, les Africains en général et les panafricanistes, en particulier, à l'instar de vous, nous avons tous accueilli, Monsieur le Président, avec des scènes de liesse populaire, l'annonce de la création de la Confédération Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Monsieur le Président, dans quelle mesure la création de la Confédération de l'AES peut-elle influencer la dynamique des relations interétatiques dans la sous-région Afrique de l'Ouest? On pose la question. On constate le grand impact en la matière, puisque vous parlez des relations interétatiques dans la sous-région. Le constat s'impose. Il est tellement flagrant quant à ce qui concerne la transformation totale des rapports interétatiques dans cette sous-région par l'avènement de l'Alliance des États du Sahel.
devenue une confédération aujourd'hui. Donc vous avez un chamboulement géopolitique à nul autre pareil. Ce chamboulement ne concerne même pas seulement la région de l'Afrique de l'Ouest. Vouloir l'enfermer dans cette sous-région serait répéter l'impact de cet événement majeur, historique et géopolitique majeur, qui a un impact plutôt mondial. Mais pour revenir à votre question, puisque vous voulez vous coller dans la sous-région, évidemment, premièrement, ça a conduit à une crise de folie qui s'est emparée de la CEDEAO. C'est une organisation, elle est folle, elle est devenue folle. Elle ne sait plus quoi faire, la CEDEAO. Et nous l'avons dissoute. Nous avons dissous la CEDEAO. Et il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Hein. Cette dissolution va peser énormément sur la CEDEAO. Donc, il y a l'avènement de nouveaux États et de nouvelles élites politiques dans la sous-région. Ils sont arrivés de manière imprévue dans une région qui était dominée par la France et son néocolonialisme, anciennement parlant, mais par un nouveau projet de recolonisation de toute cette sous-région, mais qui s'inscrit dans une recolonisation de toute l'Afrique, avec comme horizon l'Afrique sans les Africains. Donc il y avait ce projet-là, il y avait ce vaste projet-là. Vous ne comprenez pas tout ça si vous ne mettez pas en perspective un ensemble de dynamiques qui ont travaillé les pays africains, qui ont travaillé l'Afrique. Après d'abord la chute du mur de Berlin, l'avènement des programmes d'ajustement structurel, l'imposition de la démocratie néocoloniale depuis le sommet de la Baule par M. Mitterrand, n'est-ce pas, ensuite, n'est-ce pas, les événements de Libye, assassinat du colonel Kadhafi, déportation de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire l'arrivée du sous-préfet des sous-préfets, M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Si vous ne mettez pas ce développement en perspective, vous allez isoler ce phénomène et il perd sa profondeur historique et sa puissance de perspectivation en matière géopolitique, en matière de reconfiguration des relations internationales. Quand on a fait tout ce que je viens de faire, je vous l'ai dit, moi j'ai dit l'avènement de l'AES, c'est le plus grand événement géopolitique de la fin du XXe siècle, début XXIe siècle. Et c'est le plus grand événement géopolitique que l'Afrique a connu depuis pratiquement 3 siècles. Hein. Je pense depuis quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays africains, bon, on peut convoquer les indépendances, mais les indépendances là étaient formelles. Même si le caractère formel des indépendances des années 60 n'enlève pas la valeur des héroïsmes et toute la richesse de la geste politique qu'a constitué tous les mouvements de libération nationale, tous les mouvements indépendantistes de l'époque. Mais tout ça, ça a débouché sur l'indépendance formelle. La lutte ne s'est pas arrêtée, ça a continué, etc. Mais l'AES, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il a remis en cause les relations internationales. Il a renouvelé à travers un discours nouveau et une gestion de relations diplomatiques sans précédent. Discours nouveau, le discours du Premier ministre par intérim du Mali, colonel Maïga, à l'ONU. Bon, jamais on n'avait parlé comme ça dans la scène de l'ONU. Jamais ce ton-là n'a été tenu dans une telle enceinte. Ce ton-là. Donc, la tonalité des discours, et d'ailleurs, vous vous souvenez, à cette Assemblée générale, pas celle qui vient de se passer. Hein, à 78. Voilà. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Les discours des dirigeants africains, c'était jamais vu. L'ONU a été vraiment submergée par la vague panafricaniste.
Et ça, c'est quelque chose de... C'est pas un phénomène passager. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, renouvellement des relations internationales, la Convention de Vienne a été revigorée dans le sens où son application unilatérale au détriment des pays africains a été bien secouée par le rappel aux puissances du respect, justement, du respect qui devrait découler d'une application plus juste de la Convention de Vienne. C'est dans ce sens-là que les ambassadeurs de France, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, ont été rappelés à l'ordre diplomatique. On les a rappelés à l'ordre. La France a été obligée de quitter un ensemble de pays, de démanteler toute sa cité militaire qu'elle avait construite dans le Sahel. Je crois que c'est Barkhane. Démanteler tout ça. C'était une cité militaire. Hein. Je dis bien, c'était une ville militaire. Près de 5000, plus de 5000 militaires, avec une logistique. C'était une cité militaire, en même temps une cité logistique. La France a été obligée de démanteler. Et il s'en est suivi un effondrement de l'influence de la France en Afrique. Et cet effondrement continue d'ailleurs. Alors, l'effondrement de la France, ce n'est pas l'effondrement de la France seule. Tous les pays qui accompagnaient la France dans le théâtre sahélien, Takuba, etc., en ont pris pour leur dose, pour leur rang et pour leur influence diplomatique. Ça continue jusqu'à l'ONU, où, n'est-ce pas, une plainte est déposée contre un membre du Conseil de sécurité de la France, où il est clairement dit qu'elle finance, entretient, encadre et protège les terroristes. Et l'ONU, qui n'arrive pas à ouvrir ce dossier, montre encore une fois le pays au monde entier sa nature. Donc, c'est une autre exposition des Nations Unies. Mais si on estime que, bon, ce n'est pas suffisant, mais ça fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, à travers cette sous-région, pas seulement d'ailleurs, comme en Afrique centrale aussi, entre une autre phase de son historicité. La dynamique historique de l'Afrique s'accélère avec l'avènement de ces États parce que des dynamiques parallèles, cachées, mais profondément structurantes de la géopolitique en Afrique. On parle de France-Afrique, mais c'est le monde Afrique. Il y a un monde Afrique qui est longtemps caché, fonctionnait sur le modèle d'un tabou, alors que, n'est-ce pas, ce monde Afrique-là concentrait toutes les lois coloniales, esclavagistes, néocoloniales, recolonisatrices, qui avaient déjà programmé, qui programmaient, n'est-ce pas, une Afrique sans les Africains. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos relations avec l'OTAN sont placées devant une frontière de vérité qu'on ne peut plus différer. On sait aujourd'hui maintenant que bon, l'OTAN est derrière tout ça et que l'OTAN c'est un problème militaire qu'il faudra régler en Afrique aujourd'hui. C'est l'enjeu de toute la diversification des partenariats militaires qui s'opèrent en Afrique et l'importance d'un partenariat stratégique que ces pays-là ont engagé avec un pays comme la Russie. Donc vous voyez que la multipolarité du monde, l'avenir multipolaire du monde se joue en Afrique et se joue dans cette région-là en particulier. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique est au cœur, c'est-à-dire de la bataille, de la lutte pour le monde nouveau. Le monde nouveau né en Afrique, son enfantement se joue en Afrique, là, sous nos yeux, à partir de l'événement géopolitique qu'on appelle le Sahel, l'AES. Donc, ça vous dit que l'impact, ce n'est pas un chamboulement sous-régional, non, c'est petit. C'est un chamboulement mondial. C'est un chamboulement mondial. Et tout ça, toujours le rappeler, ce sont les conséquences de la renaissance du combat panafricaniste sur le continent, du retour au premier plan du combat panafricaniste, qui a commencé par à être une marée géomédiatique. Maintenant, ça a dépassé ce niveau-là, à partir du moment où une opinion afro-mondiale avait émergé et chamboulé le monde,
il était normal que des concrétisations, n'est-ce pas, se fassent sur le terrain. Et c'est le Burkina, le Mali, le Niger, en attendant l'Afrique centrale, ben, le Centrafrique, on peut citer. Même au Tchad, malgré le niveau de rapport de force qui est très complexe au Tchad, mais le Tchad n'aura pas d'autre choix que le Centrafrique. Le Cameroun aussi est au cœur de cette dynamique-là. Et maintenant, cette dynamique-là, même, le Cameroun n'héberge plus seulement le foyer du nouveau panafricanisme, mais lui-même va être dans les années qui viennent, les mois qui viennent, profondément travaillé par ce mouvement-là. Donc, c'est un mouvement africain, c'est un mouvement mondial. Je n'ai pas oublié nos amis des Caraïbes, des Outre-mer françaises, etc. Tout à fait. Le pont a été rétabli. Aujourd'hui, dans ces endroits-là, c'est le panafricanisme qui a l'ordre du jour. Les populations, dans leur combat quotidien contre la barbarie de l'État français, son colonialisme, n'est-ce pas, s'organisent sous le registre panafricaniste. Et nous, on est au contact de tout ça, on est au cœur de tout ça. Que ce soit en Martinique, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en Martinique, etc., en Guyane, toutes ces populations-là aujourd'hui, la lutte pour une nouvelle conscience des enjeux de la libération, des enjeux du changement, du panafricanisme, n'est-ce pas, a émergé. Et elle est radicale, elle est déterminée, et rien ne va arrêter ça. Donc, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'AES si on sépare son émergence de cet écosystème qui est mondial. Il est mondial, je viens de l'expliquer dans cette dimension, la dimension de l'opinion. Il y a un mouvement mental, il y a un mouvement spirituel. Il n'a pas de frontière à ce moment-là. Il est mondial par les chamboulements géopolitiques qu'il suscite, qu'il opère et qu'il engendre. Voilà, il est mondial à travers le pont qui a été rétabli avec nos frères dans les Caraïbes, en Amérique, et dans les Outre-mer françaises. Il est africain parce qu'aucun pays africain n'est à l'abri de ce mouvement-là aujourd'hui. Que ce soit les institutions africaines sont travaillées par ça, c'est l'exemple de la CEDEAO qui va disparaître si un ajournement véritable n'est pas fait. Donc c'est au niveau de l'Union africaine aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un puissant mouvement géopolitique, très très puissant, qui annonce le retour de l'Afrique au premier plan des enjeux mondiaux. Très très pertinente analyse, Monsieur le Président. Dans ce que vous avez dit, vous faites une lecture dans laquelle vous mettez en avant l'écosystème qui a fait engendrer le mouvement de l'AES, l'émergence de l'AES en tant que puissance géopolitique dans la sous-région. Mais Monsieur le Président, cette émission également a un but pédagogique. Beaucoup de personnes entendent confédération, ils entendent fédération, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc la première question, c'est que j'aimerais que vous expliquiez aux internautes ce que c'est qu'une confédération. Et maintenant, l'AES qui émerge, est-ce que c'est une réaction face à l'agression de la CEDEAO ou alors c'est un véritable projet géopolitique dans le sens de changer les relations internationales? Bon, de manière factuelle, on est passé d'une alliance à une confédération. La différence est... Bon, il faut partir de la réalité, de ce qui est devant nous. Pas aborder les définitions de manière purement théorique. On est en face d'une réalité qui est là. Cette alliance, c'était d'abord une alliance, c'est devenu une confédération. La confédération est plus contraignante qu'une alliance. Tout à fait. La confédération est plus contraignante. Donc c'est même plus, c'est une avancée. C'est une avancée des changements. Ça veut dire que quand j'insiste pour dire qu'il ne faut pas aborder ça de manière théorique comme ça,
il faut bien étudier la question même de cette alliance-là, l'Upta-Congouma. Il y a un ensemble, il y a des institutions qui existaient déjà hein, au préalable. Vous avez ce qu'on pourrait appeler l'autorité du Liptako-Gourma, l'autorité, qui n'est pas une alliance, mais qui est une institution qui déjà fédérait les 3 États. Elle a vu le jour en 70, elle a été révisée, je crois qu'elle a été abrogée en 2000, elle a été remplacée par une charte révisée, je crois, en 2017. Donc, c'est une institution qui consacre la solidarité, le soutien mutuel, etc., de ces 3 États-là déjà. Ça existe, c'est organisé. Donc, cette institution a vocation à s'accomplir totalement dans la nouvelle confédération, sans être dissoute. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de processus institutionnels, de processus de construction d'architecture juridique qui doivent être mis en place pour gérer toute cette transition-là qui s'est imposée. Prendre en charge une institution comme celle-là et bon, le vrai nom c'est l'autorité du développement intégré du Liptako-Gourma. Voilà, c'est le vrai nom. Donc, elle n'est pas dissoute. Il faut l'arrimer avec la nouvelle donne confédérative. En même temps, vous avez des exigences militaires très opérationnelles qui s'imposent à cette confédération, qui sont réelles. Alors nous parlons, ces 3 États sont un État. Ils constituent un État face aux terroristes. Ils sont un État face aux terroristes. Donc vous voyez, c'est un fait. Donc leurs armées fusionnent, se donnent la main, développent une trans-stratégie, etc., coordonnent un ensemble d'opérations ensemble sur le terrain pour faire face à la menace organisée par ceux que nous connaissons. Donc, la confédération ici dépasse l'alliance. Parce qu'elle est en attendant tous les tests qui doivent être mis en œuvre, tout ça comme je l'ai dit. Mais la base, c'était déjà d'annoncer cette confédération qui reprend la charte du Liptako-Gourma qui est à l'origine de l'alliance. Et cette charte-là, il faut la lire. C'est une charte purement panafricaniste. Elle est purement panafricaniste, à la seule différence que pour l'instant, elle est concentrée, elle est plus centrée sur les questions sécuritaires. Les questions sécuritaires. Donc, vous voyez très bien que la charte du Liptako-Gourma était centrée sur les questions sécuritaires. Quand on passe à la confédération, ça veut dire qu'on va dépasser ça pour aborder d'autres enjeux monétaires, d'autres enjeux plus économiques, etc. Ça veut dire que c'est un processus bien pensé ou alors, juste dans la réaction, on a ranimé ce qui existait déjà avant. Non. Il y a des paliers, il ne faut pas confondre, même si désormais, elles vont plus seulement se chevaucher, elles vont fusionner. Ils fusionnent. Je vous ai parlé de l'autorité du développement intégré du Liptako-Gourma, qui a précédé l'alliance et la confédération. Mais les objectifs sont pratiquement similaires. Sauf que l'autorité de développement est née, je vous dis, dans les années 70. Il n'y avait pas cette menace. Il n'y a pas cette menace qui existait. Elle a été, je vous ai dit, on a revu sa charte. On l'a abrogée en 2000. Et après, après l'abrogation, un traité révisé a été mis en place, instituant cette autorité, je crois, en 2017. Alors, ces pays sont confrontés à cette menace depuis, je crois, 2012. Depuis 2012, 2013, même avant, puisqu'il y a eu, si on prend le cas de Mali, ça a commencé bien avant, ça n'a pas commencé
surtout Manu Touré, il y avait ce problème qui s'est déguisé derrière le problème Touareg. Tout ça a été élevé. La guerre civile en Algérie, c'était déjà, on était là, déjà là dans les prémices, ou du moins un rebondissement, parce que la question Touareg, elle est très vieille au Mali, très vieille. Avant l'indépendance, longtemps, c'est un vieux cancer, il métastase au fur et à mesure pour aboutir à cette explosion qu'on a vécue dès les années 2012. Donc, cette autorité-là doit forcément s'intégrer dans la nouvelle dynamique confédérative. C'est important, il faut le voir. Mais elle a précédé l'avènement de la Confédération. C'est ça qui est important de souligner. C'est important de souligner ça. Alors, il y a eu une alliance qui a vocation à apparaître au plus pressant au niveau sécuritaire. Cette alliance-là, je vous dis, elle est moins contraignante qu'une confédération. Une confédération, c'est plus politique, c'est clair. Politique, on va vers plus d'unité, plus de fédération, et ça doit se traduire par un ensemble de structures, un ensemble de coordination extrêmement approfondie, de chronogrammation, de phasage, etc., de mise en œuvre, je vous ai dit, de processus institutionnels dans le domaine monétaire, dans le domaine économique, qui n'était pas forcément en jeu, qui n'était pas pris en compte. Quand vous lisez la charte de l'Iptako Gourma, vous voyez que c'est plus centré sur les questions sécuritaires. Or, la sécurité, ce n'est pas seulement, pour faire de la sécurité, ce n'est pas seulement l'aspect militaire. L'autre aspect de la sécurité, c'est l'économie. C'est la monnaie. C'est l'industrie, etc. Donc, la Confédération est la preuve que les dirigeants ont bien compris cet enjeu-là, même s'il ne faut pas être distrait. Pour l'instant, il faut donner tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité sur l'étendue du territoire de la Confédération. Monsieur le Président, vous dites que l'aspect sécuritaire, ce n'est pas seulement la défense, les militaires. Vous avez parlé de la monnaie, de l'économie. Et nous savons qu'au niveau de... Même de l'environnement institutionnel global. Bien sûr, Monsieur le Président. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, la diplomatie. Mais sauf que quand vous énumérez le problème économique... Dans un contexte de guerre hybride, de guerre hybride, dans un contexte global, il faut désormais envisager la sécurité ainsi. Les vieilles conceptions sécuritaires sont dépassées. Tout à fait, Monsieur le Président. Si nous restons un peu dans le cas spécifique de l'AES, et nous savons bien que l'AES est, au niveau des frontières, est meublé des États qui sont hostiles à la politique de la Confédération des États du Sahel, puisque nous connaissons tout ce qui se passe avec l'Algérie et le Mali. Nous avons eu l'écho des différentes décisions de la CEDEAO et des membres de la CEDEAO qui sont des pays frontaliers des pays de l'AES. Dans cette condition économique ou bien monétaire, quel pourrait être, Monsieur le Président, dans un monde où nous savons que le capitaliste domine le monde aujourd'hui et elle divise le monde en centre, en semi-périphérique, en périphérique. Nous connaissons tous les pays du centre, etc. Et cette économie capitaliste voit l'AES comme un bouleversement géopolitique, une fuite, par exemple, des éléments économiques qui peuvent les permettre de redominer la zone de l'Afrique. Et nous n'allons pas aussi oublier que ce sont ces trois pays manipulés le franc CFA comme monnaie. Et géographiquement, Monsieur le Président, quelles peuvent être les implications économiques, financières et même politiques de la naissance de l'AES dans un contexte où il y a des contraintes géographiques d'abord sur place et dans un contexte où la finance internationale ne sont pas favorables? D'abord, c'est un chamboulement de tous les accords, de tout l'écosystème historique colonial et néocolonial qui enserrait ces pays-là. L'écosystème, sur le plan monétaire, c'est le franc CFA et toute son architecture. Sur le plan de l'économie d'extraction, puisque c'est dans ça qu'on nous a enfermés, c'est un chamboulement des alliances et des horizons. Le cas du Niger, de l'uranium du Niger, c'est pas de commentaires. Et ça sera séparé pour les matières premières du Mali, etc. Au Burkina, c'est pareil. Vous n'avez qu'à voir la nouvelle constitution malienne. Comment des chapitres très importants sont consacrés à la gestion des matières premières et à l'aide d'évolution. Vraiment,
c'est une autre ère qui s'ouvre en termes de notre rapport à nos matières premières, à nos ressources. Au niveau de ces trois pays, le président Traoré est clair. Quand vous l'écoutez, il est clair. Donc il faut bien comprendre, quand nous sortons des indépendances, on est enfermé dans une division du travail internationale qui fait de nous des fournisseurs de matières premières. On est dans l'économie d'extraction, de rente. Économie d'extraction, de rente. Il n'y a pas de vrai projet industriel, il n'y a pas de vrai projet de transformation de nos matières premières. Ça fait que le rapport de force entre ceux qui achètent nos ressources et nous qui les vendons est un rapport de force qu'on ne peut pas qualifier. Il n'est pas déséquilibré, c'est peu dit. C'est quasi esclavagiste. En fait, nos ressources appartenaient à l'Occident qui en faisait ce qu'il voulait. C'est ça la vérité de ce rapport-là, quand on sort des indépendances. À partir de là, ça garantissait aux Occidentaux, dont la France, les moyens d'être des puissances au niveau mondial. Ça permettait aux forces économiques occidentales, anciennement coloniales, précédemment esclavagistes, ça leur permettait, n'est-ce pas, dans le cadre justement de ce que vous avez appelé capitalisme, de consolider les positions dans le marché de la globalisation, en continuant à minorer les ressources, les matières premières africaines et les ressources humaines africaines. Il faut bien préciser ça. Ce n'est pas seulement une affaire de matières premières. Même la ressource humaine africaine est totalement sous-exploitée, elle est minorée. D'ailleurs, les discours de nos dirigeants, tous confondus, quand ils parlent aux investisseurs, c'est que nous avons une main-d'œuvre bon marché. On a des esclaves, venez les exploiter. Ça montre, ça colore mieux que tout, hein, n'est-ce pas, la réalité de ces rapports-là. Donc, aujourd'hui, l'avènement de l'AES chamboule tout ça. Ça chamboule tout ça. C'est pour ça que l'idée de confédération, il faut prendre ça très, très au sérieux. La confédération veut dire qu'il faut commencer à mettre en commun déjà les stratégies pour sortir de l'économie d'extraction, pour faire une véritable économie de développement de nos matières premières. Et vous imaginez les conséquences? Donc, il ne s'agit plus seulement de les vendre à l'état brut dans le terme de l'échange pratiquement colonial. Il s'agit de les vendre en position de force, deuxièmement de les transformer pour le profit de leur population et développer nos économies de manière à ce que la dépendance à l'extérieur soit totalement inversée. Qu'il y ait une plus grande introversion, n'est-ce pas, des économies-là et une réelle décolonisation de notre rapport à l'économie mondiale. Alors, de ce point de vue, c'est un chamboulement extraordinaire. Et ce chamboulement prend toute son importance avec l'avènement des BRICS, qui offrent d'autres perspectives de transaction et d'affaires, que certainement les dirigeants de l'AES sauront mettre en valeur, sauront exploiter, parce que en créant cette confédération, ils se donnent les moyens de modifier les rapports de force. C'est une évidence. D'ailleurs, pour le Niger, c'est direct, hein, il ne vend plus son uranium au même prix qu'il vendait à la France. Dans une négociation qu'il est en train de faire aujourd'hui avec, je pense, l'Iran et d'autres pays. Traoré, c'est pareil. Au Mali, c'est pareil. C'est pareil. Donc, je parle... ce que je dis là est sans préjudice de l'avènement d'une véritable industrie monétaire, avec une meilleure maîtrise de l'or. L'or des pays d'Afrique était confisqué par la France. La France n'a pas d'or, mais elle a des réserves d'or que rien ne peut justifier. Elle prenait ça venant se démontrer, et pillait les ressources aurifères des pays africains, de ces colonies. Ça, c'est fini, là. Ça va, c'est fini. Sur la question monétaire, il y a un certain discours qui pense que le fait pour les dirigeants de ne pas sortir du franc CFA voulait dire statu quo et renoncement à ce combat. C'est faux. C'est faux. Dans le contexte des pays de l'Alliance, le maintien du franc CFA, il faut comprendre ça pour ne pas développer un certain discours qui n'a pas de sens. Il faut comprendre ça comme étant un nécessaire pragmatisme. Et ce pragmatisme-là n'est pas conservateur, au contraire, il est progressiste. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit du Mali, au Burkina ou au Niger, les gars s'amusent avec le franc CFA. Ils se servent le franc CFA aujourd'hui dans ce qu'il a comme avantage pour eux.
C'est-à-dire que c'est en cela qu'ils se servent de ça. En attendant, les chantiers monétaires sont clairs. Hein. Pour les 3 pays, les chantiers monétaires sont lancés. Il ne faudrait pas être surpris ici un seul matin. Vous voyez, d'ailleurs, la dernière conférence des chefs d'État de la Confédération, c'était clairement dit. C'était clairement dit. Donc le chantier est avancé. Mais en attendant, on utilise le franc CFA à notre avantage. C'est-à-dire qu'un ensemble de mécanismes est mis en place, n'est-ce pas, pour faire à ce que la transition pour sortir du franc CFA se fasse à l'avantage des pays de l'AES. Alors, il y a un ensemble d'instruments techniques, de manœuvres techniques que les monétaristes connaissent très bien, que ces États utilisent pour manœuvrer sur le franc CFA. Alors, au Cameroun, à un moment donné, a fait ça. Il fut une époque où, par exemple, le Cameroun ne versait pas, ça ne coûte pas dans les comptes d'opération en France. Et ça a duré pratiquement 7-8 ans, 9 ans. D'ailleurs, c'est ça qui va justifier la convocation d'un sommet extraordinaire FMI-CEMAC, où la France, courroucée, a voulu dévaluer le franc CFA. Bon, les pays africains de la CEMAC ont refusé, et une fois de plus, grâce à l'action des panafricanistes, il n'y a pas eu de dévaluation, mais il y a un nouveau cycle d'ajustement qui a été mis sur pied, on y est encore jusqu'à présent. Donc le Mali, le franc CFA est mort, il faut que je l'assure, c'est mort. C'est une question de temps. Vous avez souvent décrié la démocratisation de l'économie. Et tout à l'heure, vous avez parlé des BRICS. Non, je décris pas, je souhaite. Oui, vous souhaitez. Enfin, il voulait décrire le fait que ce n'est pas implémenté. Voilà, des économies dictatoriales. Et vous pensez que, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé du BRICS et la relation du BRICS avec l'AES, les États de l'AES. Est-ce que cette relation peut être un forcing hand pour davantage démocratiser l'économie? Oui, bien sûr, c'est une évidence. Oui, bien sûr. Le monde multipolaire, c'est une démocratisation de l'économie. C'est une amorce de la démocratisation économique au niveau mondial. Et ce qui nous ramène encore à l'enjeu de la démocratie. Il n'y a qu'en Afrique où des élites africaines, adeptes de la religion démocratique, bavardent sur la démocratie sans en étudier les lois fondamentales. Si une économie est dictatoriale, comment on peut avoir une société démocratique, comment on peut avoir une société politique, elle, qui soit démocratique? À partir du moment où l'économie est dictatoriale, à partir du moment où il y a la dictature d'un mode de production qu'on appelle capitalisme, qui lui consacre la mainmise des détenteurs de capitaux sur l'économie des pays, dans un contexte où, si la propriété des moyens de production est privée, mais l'orientation de la production, elle est sociale. Le marché où on vend les produits pour engendrer du profit, pour réaliser le profit, mais il est social, c'est un marché social. Donc, une véritable démocratie consisterait à rendre très juste la relation entre le caractère privé des capitaux et la nature sociale de la production. La grande idée du socialisme, ou bien la grande idée communiste, est née de cette vérité-là. Donc, à l'économie dictatoriale, impossibilité de la démocratie politique. Donc, tout ça, c'est le mensonge. Tous ces théoriciens-là, c'est le mensonge. Donc, tous ces grands théoriciens, ça fait des siècles. Il y a des grands théoriciens qui ont écrit sur la démocratie, sur la sophistication des institutions, liberté de ceci, les libertés fondamentales, les 4 libertés capitales, ça c'est aux États-Unis, le Bill of Rights, la déclaration d'indépendance, les droits de l'homme, toute cette architecture sophistiquée faite d'une cohorte de bavards, de rhétoriciens qui bavardent, de partis politiques qui bavardent, ils font le cinéma de la diversité des opinions, tout ça. C'est de la fanfaronnade. Lorsqu'il n'y a pas une véritable articulation entre l'économie et la société politique, on est dans c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, ce n'est pas une démocratie. Nous ne sommes pas de le dire. À quoi ça sert aux gens d'aller au vote? Si le vote ne change pas la politique économique, ça sert à quoi? C'est pas la démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Donc, c'est un grand mensonge. Donc, l'AES, la question de la démocratisation de l'économie mondiale prend toute son ampleur, est revigorée par l'avènement de la Confédération de AES, de la Confédération des États du Sahel. Et ce sont de vrais débats panafricanistes
qui vont s'imposer dans les années qui viennent. Monsieur le Le Président, grand chantier de la démocratisation de l'économie. Bon, maintenant, une fois qu'on a fini avec les impérialistes, ça devrait aller de pair avec à l'intérieur, il faut démocratiser, même à l'intérieur, en interne, il faut rendre réelle cette démocratisation de l'économie. D'ailleurs, c'était inévitable. non, sur le côté diplomatique de cette configuration, nous avons suivi le ministre malien, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, à l'Assemblée des Nations Unies, qui réaffirmait la volonté de l'État malien de gagner sa souveraineté, si on va dire ça comme ça. Et il a donné quelques morceaux choisis dans lesquels on retrouve la question des BRICS, la question des réformes du Conseil de sécurité, la question des réformes du système financier mondial et tout un tas d'autres recommandations à l'endroit des Nations Unies. Monsieur le Président, quand nous regardons l'Union africaine, nous voyons qu'elle est toute silencieuse par rapport à ce processus qui est en train d'aller croissant. Elle ne dit mot. Comment comprendre ce mutisme? Pas sa structure. Elle souffre d'une grande pathologie structurelle qui est constituée par le fait qu'elle n'est pas indépendante. Elle est un relais des politiques impérialistes sur le continent. Parce que l'Union africaine, je le dis, n'est pas encore une organisation africaine. Personne ne peut comprendre dans le monde entier que l'Union africaine ne soit pas financée par les Africains. Personne. Normalement, elle devait accompagner ce processus. Voilà. Donc, parce qu'elle est portée par les populations. Elle n'est pas en mesure de s'offrir un siège. C'est les Chinois qui ont eu pitié de l'Union africaine et des Africains et ont fait de la philanthropie géopolitique en offrant un siège à l'Union africaine. Ce qui est un crime, c'est une honte. Il faut même se cacher, il ne faut même pas parler de ça. C'est une honte. Donc, pour nous, l'Union africaine, pour nous, est un objet étrange. Très étrange. Pour ne pas dire une organisation qui est dans l'incapacité de travailler pour la population africaine. Parce que l'idée, c'est quoi? Quand vous voyez l'équilibre entre la conférence des chefs d'État et la commission de l'Union africaine, en commençant, en plus, les différentes commissions, son parlement, etc., ces commissions paix et sécurité et d'autres institutions spécialisées, cet équilibre-là, du fait d'abord même que les chefs d'État qui siègent à l'Union africaine ne sont pas en position, à titre personnel, de porter des projets de changement pour l'Afrique. C'est le mouvement panafricaniste qui vient les bousculer. Mais avant ça, ils étaient dans une espèce de division du travail entre la Commission et la conférence des chefs d'État, dans le sens où aller chercher les partenaires, mais au plan politique, statu quo. C'est pour ça qu'on a à un moment donné appelé ça syndicat des présidents. C'est un syndicat de présidents qui se mettent pour défendre leurs intérêts. C'est le mouvement panafricaniste qui a bougé. Ça, il y a eu une tentative, bon, pas une tentative, on a pris, des résolutions ont été prises et validées, votées, à savoir une contribution, n'est-ce pas, par la taxation d'un ensemble d'importations, n'est-ce pas, en Afrique, pour prélever et financer. À chaque État de cotiser, de prélever et de reverser. Mais ce n'est pas tous les États qui le font. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux États en Afrique. Ce sont des États qui sont des chevaux de Troie des pays occidentaux. Tout ça paralyse l'Union africaine et la met dans l'incapacité de faire réellement du panafricanisme, c'est-à-dire travailler pour l'Afrique et les populations africaines. C'est un fait. Donc, la Confédération, l'AES, bouscule encore l'Union africaine. Regardez les relations de l'Union africaine avec les pays membres de l'AES. Elle ne sait même pas quoi faire avec ces pays-là. Elle est complètement obligée de reprendre pour elle les discours occidentaux, les résolutions des pays occidentaux, de l'ONU. Elle reprend ça pour s'adresser au pays de l'AES. Il n'y a pas une possibilité de dialogue à l'heure actuelle entre les pays, la Confédération de l'AES et l'Union africaine, parce qu'elle n'est pas outillée pour parler avec ce type de... Elle n'est pas outillée. Elle n'est pas outillée. Elle est complètement déclassée. Mais pourtant,
Pourtant, une Union africaine plus africaine aurait été à même de saisir cette opportunité pour se transformer et transformer l'Afrique. Monsieur le Président, vous étiez en train d'expliquer l'état dans lequel l'Union africaine se trouve, c'est-à-dire cette incapacité à discuter avec les dirigeants de l'AES. Comment vous expliquez ça? L'explication est simple, je l'ai dit précédemment. Les structures de l'Union africaine sont totalement inadaptées et sa conception de l'unité et de l'avenir de l'Afrique n'a rien de panafricaniste. Ça se traduit, au risque de me répéter, par sa dépendance extérieure au regard du financement et son incapacité à s'offrir un siège qui ne relève pas, qui ne soit pas un geste philanthropique d'un partenaire, fut-il ami, qu'on appelle la Chine. Et après, l'Union africaine s'est fendue en lamentation en disant que c'est truffé de micros. Ils auraient bien fait de se taire, c'est une honte. Bon. Du coup, donc, elle n'est pas en situation de discuter avec les États de l'AES. Parce qu'elle est tellement déconnectée de la réalité de l'Afrique qu'elle ne comprend pas un mouvement qui s'est construit sur un temps long, qui a pris en charge l'effondrement des États sous la menace terroriste et qui a débouché sur l'émergence de nouveaux États et de nouveaux dirigeants. Une organisation africaine qui n'est pas en mesure de comprendre ça et qui se permet de transformer les ultimata et les résolutions en politique, en stratégie de gestion des menaces, on se demande même ce qu'ils font là-bas. Pourtant, ils ont des têtes pensantes. Hein. Beaucoup d'études sont faites là-bas. Hein. Beaucoup d'études sont faites. Ils font des choses, voilà, ils font des choses, mais de manière bureaucratique, totalement bureaucratique. Ça fait qu'ils sont déconnectés. Ils se comportent comme des fonctionnaires. Or, les enjeux de l'unité africaine, les enjeux du panafricanisme, les enjeux du développement économique, n'est-ce pas, sont des enjeux extrêmement dynamiques qui ont un rapport à la bureaucratie qui n'est pas central. Les bureaucrates sont des exécutants. On leur dit ce qu'ils ont à faire. Il y a une vision à avoir, il y a une stratégie, il y a une géopolitique non seulement à digérer, mais qu'on doit aussi articuler à l'opérationnalité. L'Union africaine ne comprend pas ça, elle ne sait pas faire ça. Et du coup, elle est totalement déconnectée. Monsieur le Président, je voudrais également vous relancer sur une question, pratiquement celle du Niger. C'est-à-dire, avec le Bénin, nous avons observé des tensions diplomatiques par rapport à l'acheminement de son pétrole via le port de Cotonou. Et avec les tensions diplomatiques avec le Bénin, d'autres voies étaient explorées, notamment celle du port soit de Kribi, soit de Douala. Donc, il fallait une sorte de reconnexion au pipeline liant le Tchad au Cameroun. Comment entrevoyez-vous ce projet? Le Bénin est venu à de bons sentiments. Donc tout ça, c'était des manœuvres de majors qui voulaient, en instrumentalisant un mercenaire, le président du Bénin, c'est un mercenaire, il ne travaille pas pour l'Afrique. On a instrumentalisé sa nature, la manière dont il conçoit son poste de président, qui n'a rien de panafricaniste, il n'y a rien dedans, en dehors de s'enrichir et de travailler contre son pays, pour essayer de détourner un gigantesque projet de son positionnement initial. D'ailleurs, il faut rappeler que ce projet, à l'origine, devait passer par le Cameroun. Donc, on a voulu le détourner de son positionnement original, et en instrumentalisant, c'est la France qui était derrière et certains majors, en instrumentalisant le contentieux qui opposait les pays de l'Alliance, de la Confédération AES, à la CEDEAO. C'est tout. Pour le reste, il n'y a pas de choix. Les contrats sont signés. Les contrats étaient signés. Donc, le Bénin prenait un très grand risque à remettre en cause sa signature. Donc, je pense que c'est revenu à la norme et les choses devraient se passer comme prévu. Dernière question de cette émission, Monsieur le Président.
Comment voyez-vous les perspectives pour l'AES? Il y a beaucoup de pays africains qui regardent ce pôle géopolitique en Afrique monter en puissance et certains seraient tentés de faire pareil. Comment entrevoyez-vous les perspectives? De deux manières, il faut faire attention. Et là, nous avons une responsabilité pédagogique. Nous qui sommes les pionniers de ce mouvement de renaissance panafricaniste, à deux niveaux. Premièrement, le panafricanisme, ce ne peut pas se réduire aux débats télévisés et aux humeurs des populations, pour certaines qui sont les arbitres de la société. C'est-à-dire, quand ils ne s'engagent pas, ils regardent. Donc, dès qu'on attend le vainqueur et on s'allie. Non. Le panafricanisme, tel que idéologie, la pensée panafricaniste véhiculée sur les plateaux de télévision ou dans d'autres académies populaires, etc., autres lieux de diffusion, est une très très bonne chose. Est une très très bonne chose, mais il faut le mouvement de la conscientisation de l'opinion, le mouvement de l'appropriation par l'opinion du panafricanisme et tous ses enjeux, c'est une chose. C'est une chose. Mais autre chose est le panafricanisme du gouvernement confronté aux réalités de la gestion politique, aux réalités des contraintes et des intérêts géopolitiques. Ça peut dire quoi? L'AES, la confédération de l'AES, est un aboutissement. Pour nous, les panafricanistes qui avons relancé le mouvement. Mais pour l'état de l'AES, il se traduit par des exigences concrètes qui ne s'imposent pas à nous, qui sommes des porteurs de vision, qui faisons de la conscientisation, de la mobilisation de l'opinion publique. Vous prenez l'État de l'AES font face à des défis sécuritaires que vous n'imaginez même pas. Les gens n'imaginent même pas le défi sécuritaire. Il y a des armées de terroristes qui sont armés, équipés et entraînés jour et nuit dans le cadre du plan de colonisation des pays africains. Ils devraient instituer un chaos et après on devrait venir comment on va appeler ça? Oh, il y a un nom là. C'est-à-dire, je mets le feu et je viens éteindre et je te donne la facture. Pompier pyromane. Donc les pompiers pyromanes mettent le chaos et après ils viennent éteindre le feu. Et la facture, c'est on prend toutes vos matières premières et on efface la population africaine. C'était ça l'enjeu pour parler très simplement. Problème, réaction, solution. Oui, on connaît leur démarche. Donc, ils font tout pour que cette dynamique de l'AES échoue. Donc, les États de l'AES sont concentrés sur les défis sécuritaires. Il faut comprendre ça. Du coup, le temps de l'opinion et du maintien du mouvement panafricaniste, qui lui se mesure aux contraintes de plateaux de télé, n'est pas le même que le temps des États qui, eux, sont confrontés à des menaces réelles et concrètes. Pas seulement terroristes, il y a le sabotage financier, tous les bâtons que la France et les Occidentaux mettent dans leur roue. Vous voyez très bien que à ce niveau-là, l'avenir, il faut se voir, il faut l'envisager en tenant compte de tous ces paramètres-là. Et c'est ce que nous distingue des autres panafricanistes. Nous faisons bien la part des choses à ce niveau-là. Très important. Donc, le mouvement des mentalités, la révolution mentale, etc., il faut savoir articuler ça avec la concrétisation, les concrétisations historiques, que ça prend la forme d'avènement de nouveaux États, que cela prenne la forme de bataille géopolitique à mener dans un État qui est à cheval entre sa libération et les pesanteurs hérités de la colonisation. C'est le cas d'un pays comme le Tchad, c'est le cas d'un pays comme la Centrafrique. Vous voyez, ça demande une capacité, ça demande de la souplesse, ça demande une capacité à jouer sur plusieurs tableaux. Et ça, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup ne l'ont pas. Donc c'est un grand travail pédagogique, c'est un grand travail d'encadrement pédagogique qu'il faut faire avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace. C'est à ce niveau que nous on se situe. On doit jouer sur tous ces travaux sans perdre le moindre acquis. Sans perdre le moindre acquis. Très important. Donc à ce niveau, c'est seulement sur cette base-là qu'on peut très bien accompagner les États de l'AES.
sans tomber dans les envolées faciles et simplistes comme celle que Ougala a manifestée, par exemple. Non, parce que lui, il ne tient pas compte de tous les tableaux. C'est comme ça que nous sommes très à l'aise dans nos différents tableaux. On les articule tout en respectant la diversité de ces tableaux-là, et souvent ça peut perdre certains. Par exemple, le soutien au président tadien. Bon, certains qui étaient dépassés, mais bon, l'histoire a tranché. Maintenant, ça revient. Qu'est-ce qu'il va faire en France? Ça, c'est, voilà par exemple, le genre de comportement, ce que j'appelle le panafricanisme de plateau. On est dans sa chambre, on donne les ordres à un président. Mais un président gère une administration, il gère un héritage, il gère beaucoup de choses compliquées. Mais quand vous êtes dans votre chambre, vous n'avez aucune contrainte en dehors de votre chambre. Souvent, vous pouvez être en train de manger la glace dans votre chambre et vous donnez les leçons. Non. Moi, je dois mieux souvent demander à tous ces gens-là qui réduisent le panafricanisme d'un président à aller en France ou pas. Que ce soit, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font en France? Qu'est-ce qu'ils font à l'étranger? Si l'étranger est mauvais, c'est mauvais pour tout le monde, pas seulement pour le président. Donc, c'est pour dire quoi? Non, nous, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on examine les choses. Il faut que je dise, pour être très clair. Parce qu'ils vont dire, oui, quand c'est Diomaye, tu bavates. Ce n'est pas la même chose. Il y a l'orientation fondamentale d'un dirigeant. Il y a l'héritage de ce dernier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reçoit comme héritage à gérer. Il y a ses capacités et ses orientations personnelles, etc. Il faut mettre ça en articulation. Et dans la mise en articulation, un président peut aller dans un pays étranger comme en France, tout en n'étant pas un pion de Paris, tout en ayant une démarche stratégique de rupture, d'émancipation vis-à-vis de la France. Donc, il ne faut pas être épidémique. Moi, je ne juge pas le président sur cette base-là. Maintenant, lorsqu'un président a pour orientation fondamentale le soutien ou une espèce de jumélité historique avec les Occidentaux, mais là, ça démarre, s'il va en France, il va en France dans le cadre d'une allégeance qui est claire. Ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui va en France, en même temps il se bat pour se sortir des étreintes d'un héritage extrêmement difficile. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce type de complexité à gérer n'est pas à la portée de tout le monde. Et ça peut égarer beaucoup, ça peut amener à confondre les tempos avec le rythme de fond. Voilà. Et les virages qu'il faut prendre à un moment stratégique. C'est très important de gérer tout ça. Donc, il faut qu'on tienne compte de tout ça pour aborder l'avenir. Ça va se complexifier pour le mouvement panafricaniste. Parce qu'on va passer, la confédération, c'est une étape. Hein. C'est une étape. Mais d'autres concrétisations historiques panafricanistes vont émerger en Afrique centrale. Tout ça est irréversible. Ça va émerger. Donc, il faudra qu'on continue à avoir la capacité de gérer tout ça de manière globale. Nos ennemis ont une approche très globale. Mais quand vous demandez, par exemple, est-ce que nos ennemis ont peur de venir chez nous? Ils viennent. Ils sont tous les jours en train de flatter le président. Mais pendant qu'ils flattent le président, ils font les sommets de Montpellier. Où on utilise les nouvelles générations pour faire pression sur le président, tout en traitant avec lui. Est-ce qu'ils ont honte de venir chez nous, de continuer à tout faire pour venir avec nous? Non, il faut éviter une espèce de sainte nitoucherie primaire. Vous connaissez les saintes nitouches, non? Effectivement. Elles sont les plus pécheresses. Elles sont les plus grandes pécheresses. Mais sainte nitoucherie, il fait comme si vraiment tout ça, la géopolitique n'est pas compatible avec la sainte nitoucherie. En géopolitique, il faut de la stratégie. Il faut de la tactique. Et il faut se donner les moyens. Les moyens. Donc, il faut articuler tout ça pour avancer. Nous travaillons dans tout ça, on est à l'aise dans tout ça, et on est très à l'aise dans l'avant-gardisme pour assumer tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet par rapport à l'AES, de revenir sur la question de l'ancrage historique de l'AES. L'ancrage historique. Et ça donne une puissance à l'AES. Ça lui donne une puissance, ça lui donne de l'enracinement, qui fait que, moi j'ai pitié de tous ceux qui veulent renverser l'AES. Moi je veux voir quel est l'AES qui va tomber. Vous voulez faire allusion là
à l'ancien empire du Mali et les Oui, liens oui, culturels de la oui, zone oui. du Sahel. Nous disons que nous allons voir comment on va renverser un sur Nous, on ne parle pas comme les autres. Hein. Nous disons que nous allons voir. Donc, vous avez convoqué l'histoire de ces peuples-là, l'histoire de cette sous-région-là en termes d'empire. En particulier le Ghana et le Mali. Et l'empire oui, l'empire du Mali, ou bien comme on l'appelle l'empire mandingue. Tout à fait. L'alliance, la confédération, c'est-à-dire, c'est le rejeton historique direct de ces empires-là. Et en particulier la région de l'Iptako-Gourma, les 3 frontières. C'est-à-dire c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le lieu d'atterrissage de ces 2 empires dans leur succession historique. Et c'est extraordinaire. Et ça donne à ce projet un enracinement pas possible. Un enracinement anthropologique, un enracinement généalogique et culturel qui la rendent très solide. La région des 3 frontières, c'est un lieu qui brasse énormément de peuples. Vous avez près de une superficie, si mes informations sont bonnes, hein. On a près de 350 000 km², c'est près de 17 millions d'habitants, etc. C'est une mosaïque de langues. Alors, c'est une mosaïque de langues et c'est l'enracinement, c'est la profondeur de la confédération. Et donc, du coup, il faut maintenant que les panafricanistes aillent bien étudier l'histoire de cette région-là. Ce n'est pas une étude anecdotique ou délectative. C'est une étude prospective pour dégager des solutions pour cet État-là. Et c'est extraordinaire. Quand vous allez voir, en termes de laïcité, ce n'est pas possible. Quand vous voyez l'avant-gardisme de ces empires en termes de laïcité, comment les empereurs géraient la diversité des religions, etc. L'originalité de l'organisation gouvernementale des empires, la manière dont on sélectionnait l'élite politique, le fonctionnariat, etc. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup à apprendre. Alors, encore plus encore, en matière économique, on voit la richesse économique de ces différents empires, avec une économie extrêmement variée, sur le plan agricole, sur le plan de la pêche, de l'élevage, du commerce, etc. Il n'y a pas de démocratisation de l'économie si on n'étudie pas en profondeur les économies précoloniales, les économies de ces empires qui ont précédé, qui dit de la diplomatie. Il n'est pas normal que ce soit du Ghana ou du Mali, que ces pays-là aient eu la maîtrise de l'or très très longtemps avant l'avènement de la monnaie moderne. La maîtrise de l'or. Comment peut-il qu'aujourd'hui, il y a cette déperdition en matière d'or? Allez donc savoir comment ce qui domine l'économie de l'or dans le monde, l'industrie de l'or dans le monde, comment est-ce qu'ils ont fait? Vous risquez d'être très surpris. Donc il y a vraiment une puissance en matière d'intégrité dans tous les domaines qui gagnerait à être étudiée et mise au service de cette confédération. C'est un travail qu'il faut faire à tout point de vue. Ces empires-là avaient des grands centres commerciaux totalement diversifiés. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut reconstruire. C'est ça qu'il faut reconstruire. Et je répète, il y a de l'enracinement, dont de l'information stratégique à aller chercher dans ce patrimoine-là pour créer l'économie nouvelle de la Confédération, pour créer la culture nouvelle de la Confédération, une architecture institutionnelle nouvelle, etc. La gestion des questions religieuses, etc. Des questions sociétales, il y a de l'information stratégique à aller chercher là-bas. Et le lien est maintenu. Donc c'est une espèce de continuité historique qui est là devant nous, quoi. C'est une grande aventure, c'est une très grande aventure. C'est la bonne nouvelle de notre temps. Et l'homme qui est devant vous est très heureux pour avoir été modestement en première ligne dans ce combat. Nous sommes aussi heureux avec vous, Monsieur le Président. Mais je vous en prie. Vous savez que la diversité de vos explications nous pousse toujours à vous poser des questions. Je vous en prie. Et nos internautes sont toujours assoiffés. Et c'est vraiment avec fierté aussi, comme vous, qu'on va vous poser cette question pour sortir, Monsieur le Président. Je vous en prie. Vous avez développé là une originalité de thèse dans l'analyse de l'enracinement de l'AES en convoquant
les liens culturels, la maîtrise du commerce depuis l'Empire et même la maîtrise de l'économie, Monsieur le Président. Et ça nous pousse à faire un constat. Le premier constat, c'est que le premier pays qui tient la main, qui tend la main, je vais dire, aux États de l'Alliance du Sahel, c'est la Russie, qui est elle-même une fédération. Et aujourd'hui, on constate que les pays qui forment l'Alliance du Sahel, ce sont les pays qui étaient dans l'empire du Mali à l'époque. Et aujourd'hui, nous savons que géopolitiquement, l'Occident agit en empire. C'est-à-dire que c'est le bloc occidental qui agit ensemble. Est-ce qu'on ne se retrouve pas là dans une reconfiguration de l'empire, une forme d'empire du Mali, surtout que la confédération qui avait été annoncée à l'AES, c'était pour aboutir à la fédération. Donc on va se retrouver entre la fédération de l'AES des États du Sahel, ensemble avec la fédération du Russie, pour affronter le bloc occidental. Est-ce qu'on n'est pas là dans une analyse des empires, de choc des empires? Vous n'êtes pas loin de la vérité. Choc des empires, je ne dirais pas ça, mais en même temps vous avez raison parce que le partenariat avec la Russie choque avec l'impérialisme occidental, donc il y a choc. Ça se traduit par l'encadrement, la création des armées terroristes dans laquelle l'Occident excelle. Le choc il est là, ça se voit à travers les États clients de l'Occident qui servent de base arrière à la déstabilisation de la Confédération de l'AES. Mais il n'y a pas que ça. Ce choc-là est dépassé, il est dépassable, il est en voie de dépassement dans quelque chose de nouveau au niveau mondial. C'est ça le monde multipolaire. C'est le monde multipolaire. C'est ça un retour de ce que j'appelle les nouveaux blocs. Bon, ça ne me plaît pas à certains qui pensent que ça fait vieux monde, mais la géopolitique, ce n'est pas avec des sentiments, c'est avec des faits. Le fait, il y a de nouveaux blocs. L'empire du Mali, c'est clair qu'on est là dans la réflexion de ce grand projet historique. Mais il ne sera pas ce qu'il a été hier. C'est un empire maintenant global, parce qu'il faut penser bloc en intégrant la Russie, en intégrant des partenaires qui sont disposés, qui comprennent que bon, aujourd'hui, l'heure de l'Afrique a sonné. Vous voyez donc, ça dépasse le cadre territorial historique. Lui, ce territoire, c'est d'ancrage, d'enracinement, je l'ai dit. Mais il n'est pas suffisant pour embrasser tout le grand horizon global qui est aujourd'hui la frontière des enjeux géopolitiques. Et pour ça, donc, quand on intègre les partenaires, mais on est dans le global, là où les empires étaient territoriaux de manière fondamentale. Donc, on est dans le monde unipolaire disparaît. Ça va être un monde avec des multiples pôles. Tant pis pour ceux qui savent pas gérer ça. Même les blocs, avant, dans un des tests que j'ai fait, quand nous avons traité la question des problèmes stratégiques du monde nouveau, on disait que un pays peut avoir plusieurs partenaires. Pendant que les partenaires ne s'entendent pas, lui, peut-être avec qui il veut parmi les partenaires. Bien sûr. Ouais, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté dans le champ de la géopolitique mondiale, dans le champ des partenariats. C'est très important. Maintenant, il y a un débat qui est plus profond dans le cadre de cette fois-ci de comment on envisage l'unité du continent. Que ce soit l'empire du Mali, du Ghana, et même les empires africains, s'il y a un génie qui dégage ces empires dans la gestion, n'est-ce pas, territoriale des territoires, c'est la grande capacité de décentralisation. Décentraliser le pouvoir. Les démocraties de consensus, partager le pouvoir. Donc la décentralisation, c'est un grand enjeu. Même le fédéralisme, c'est un grand enjeu, pourvu que ce ne soit pas un fédéralisme néocolonial. Voilà. Au Cameroun, c'est ce qui est en vogue. Mais au Mali, quand on parle de confédération, on peut déboucher sur un fédéralisme authentique, digne de ce nom, qui s'inspire de la manière dont les empires se décentralisent. Décentraliser veut dire qu'il y a des choses spécifiques qu'on doit faire au niveau central. Et en dehors de ça, ce que l'État n'a pas intérêt à faire, ou bien ne peut pas faire, il faut laisser les centres périphériques, ou bien moyens, s'occuper de ces choses-là. C'est ça. Et là, il faut écouter. Il y a à apprendre dans les empires. Parce que quand un empire dure 200 ans, 300 ans, ça demande une solidité organisationnelle
qui n'est pas le fait du hasard. Il faut étudier ça. Il faut étudier ça. Et ça prépare la grande unité africaine au plan politique. Ça prépare. Il y en a qui rêvent, c'était le projet de Nkrumah, que c'est un État continental et les nations, les pays là seront des États fédérés, de manière naturelle. Tout ça, il faut savoir articuler les enjeux anthropologiques, les enjeux généalogiques, les enjeux géoethniques, etc., pour rendre ce projet-là vrai. Et là, dans le cadre de l'Iptako Gourma, on est devant quelque chose qui est très profond, qui a des racines profondes. Et ça va être très difficile pour les Occidentaux de ramasser. D'ailleurs, l'Iptako, dans un des langues là, veut dire indomptable, hein, celui qu'on ne terrasse jamais. Donc, même dans le nom, il y a tout le programme. Ce sont des indomptables qu'on ne terrasse jamais. Donc, même le nom est prophétique au sens noble du mot. Le nom dit et réveille. Le nom dit et réveille et réconcilie le passé et le présent. Et invente l'avenir. Dans le cadre de l'indomptabilité, qui n'est pas un vœu, mais qui a une histoire, qui a un présent, avec les victoires que ces pays ont engrangées à l'égard de l'impérialisme occidental en général et de l'impérialisme français. Merci, Monsieur le Voilà Président. pourquoi je suis, moi, Mandakani, du Liptako Gourma. Je suis Merci, malien, monsieur je suis burkinabé, je suis nigérien. Voilà. Ça coule dans mon sang. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous parlions là de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, les prémices d'un monde nouveau. Le président est revenu sur les bouleversements géopolitiques que cela entraîne dans le monde, la mise en place de cette confédération et ses différentes implications politiques, économiques, sociaux, diplomatiques, sécuritaires, militaires, l'affirmation de celles-ci, de leur souveraineté à la tribune des Nations Unies, l'impact sur les relations internationales, le mutisme de l'Union africaine, l'approche globale des enjeux et défis internationaux. Et il a terminé, je suis du Liptako Gourma, je suis burkinabé, je suis nigérien, je suis malien. Je suis AES. Je suis AES. Nous le sommes également. C'était une co-modération avec M. Djengele, en présence de l'équipe technique, composée de M. Kessempek, M. Thomas Abesolo, Mme Charlotte et sans oublier M. Nguesse Gislain. J'étais M. Buyamos au jeu constant à la présentation. Merci Monsieur le Président une fois de plus d'avoir disposé du temps à notre faveur et pour le grand bonheur de nos abonnés. Vous en prie.